Retrouvez-moi sur la chaîne YouTube GPTV toute la semaine avec Nicolas Stocker et découvrez la revue mensuelle Géopolitique Profonde avec les meilleures analyses géostratégiques et financières. Toutes les informations sur géopolitiqueprofonde.com. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Liselotte Dutreuil. Après plus de 5 mois de guerre, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté hier sa première résolution exigeant un cessez-le-feu immédiat pour le mois du Ramadan à Gaza. Un appel bloqué plusieurs fois par les États-Unis qui se sont cette fois abstenus. Bonjour Édouard Riusson, vous êtes directeur de publication du Courrier des Stratèges et donc avec nous pour en parler. Bonjour. Alors l'objectif de cette résolution, on l'a bien compris, c'est d'aboutir à un cessez-le-feu total. Est-ce que vous y croyez ? Ça n'est que le début d'un jeu diplomatique qui est très complexe. Et quand on regarde bien le texte du cessez-le-feu, en fait, il n'est acceptable ni par Israël, ni par les combattants palestiniens qui affrontent Israël, le Hamas en tête. Et pour une raison très simple, c'est que Israël, pour l'instant, ne veut pas cesser la guerre, d'un côté, et de l'autre, les Palestiniens veulent garantir l'échange de prisonniers palestiniens se trouvant en Israël contre les otages qu'ils détiennent encore. Donc, sur le papier, c'est pas gagné, c'est loin de là. Mais il y a une importance symbolique très marquée du vote d'hier parce que c'est la première fois que les États-Unis n'ont pas mis leur veto à un texte proposé par d'autres. Alors, je dis un texte proposé par d'autres parce que il y a quelques jours, ils avaient eux-mêmes proposé un texte de cessez-le-feu. Et là, c'était la Russie et la Chine qui avaient mis un veto. Donc c'est un jeu compliqué, en fait, entre d'une part les membres occidentaux permanents du Conseil de sécurité, France, Grande-Bretagne, États-Unis, et d'autre part la Chine et la Russie, les deux autres membres permanents du Conseil de sécurité. Et donc il y avait un jeu diplomatique depuis quelques jours, et finalement les États-Unis ont essayé de ménager à la fois Israël et l'opinion mondiale en s'abstenant de voter contre le projet de cessez-le-feu. Donc, vous voyez que c'est pas quelque chose de complètement positif. Il n'empêche que, et je finirai là-dessus le commentaire introductif qui est un peu long, pardonnez-moi, mais le sujet est complexe. Il n'empêche que c'est une défaite pour le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, qui avait même menacé les États-Unis avant le vote en disant que si jamais les États-Unis n'opposaient pas leur veto, lui-même ne tiendrait pas l'engagement qu'il a pris de suspendre l'attaque contre Rafah au sud de la bande de Gaza. D'ailleurs, après le vote, Netanyahou a dit qu'il interrompait les discussions avec les États-Unis qui essayent de le convaincre de ne pas lancer cette attaque que tout le monde juge potentiellement la plus destructrice de toutes contre le sud de la bande de Gaza, contre Rafah. Est-ce que vous pensez que l'arrêt de ces communications entre Israël et les États-Unis, ça fait un petit peu sortir les États-Unis du jeu malgré tout ? Alors, je crois, si vous voulez, que les États-Unis sont devant un vrai dilemme. C'est que d'un côté, ils récoltent toutes les difficultés afférentes à leur soutien aveugle à la politique d'Israël depuis des années. Alors, je veux dire, moi, je n'ai rien contre l'État d'Israël et je considère simplement que l'État d'Israël doit respecter les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Or, il est connu que le grand sport des gouvernements israéliens successifs, c'est de défier l'ONU en disant nous n'avons pas à respecter ce qui va contre nos intérêts. Alors, en fait, depuis 30 ans,
les États-Unis ont toujours soutenu Israël, même après 1998-99, après la fin des accords d'Oslo, qui avaient représenté un espoir dans la région et qui liait les Israéliens et les Palestiniens pour essayer d'avancer ensemble. Euh, et donc, les États-Unis sont d'un côté très coincés par ça, mais de l'autre, leur soutien à Israël devant l'opinion mondiale aujourd'hui est de plus en plus critiqué. Et donc, on a une position très inconfortable pour les États-Unis, surtout en année électorale, puisque le Parti démocrate américain est très divisé sur le sujet et qu'en particulier, il y a une aile gauche du Parti républicain et surtout les plus jeunes électeurs potentiels de Joe Biden qui se sont clairement détachés du parti. Donc c'est un jeu compliqué pour le gouvernement américain actuel. On va revenir à Israël. On l'a entendu dans le bulletin d'actualité. Le ministre de la Défense, il considère qu'il n'a pas le droit moral d'arrêter la guerre tant qu'il y a des otages à Gaza. Pourtant, c'est précisément la condition fixée pour que cet échange de prisonniers ait lieu. Alors, on ne comprend pas très bien le jeu du ministre de la Défense israélien. Écoutez, bon, je pense qu'il y a il y a des cas où il faudrait éviter d'employer l'adjectif éthique ou moral. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce qui se passe depuis le début des représailles israéliennes à Gaza n'est pas très moral. Mais en fait, si vous voulez, je pense qu'il y a aussi, et là je me permets de le dire, une grande hypocrisie du gouvernement de Netanyahou. Parce que depuis des semaines, il y a pas vraiment d'efforts, depuis des mois même, il n'y a pas vraiment d'efforts faits pour libérer les derniers otages israéliens. Il y a eu un cessez-le-feu, rappelons-nous, d'une semaine. C'était 6 semaines après le début du conflit, de mémoire, dans lequel il y a eu un certain nombre d'otages libérés en échange de prisonniers palestiniens. Et puis, depuis, plus rien. En fait, regardons les choses en face et au lieu de parler de morale, parlons de réel politique et elle est extrêmement cynique. Euh, le gouvernement Netanyahou a voulu exploiter cette crise des otages de Gaza pour lancer un projet qui était un projet d'expulsion des Palestiniens de la bande de Gaza. Simplement, l'Égypte n'a pas marché dans la combine et la frontière est fermée et le reste du monde n'accepte pas au fond que Israël exploite la crise de cette manière. Donc le gouvernement israélien est coincé et il y a d'autre part, il faut le souligner, un mécontentement croissant en Israël puisque de plus en plus de personnes ont le sentiment que la priorité du gouvernement Netanyahou n'est pas de libérer les otages, mais de, dit le gouvernement, détruire le Hamas. Or, cette lutte contre le Hamas, on voit bien qu'elle est très difficile pour l'armée israélienne, qui essuie de lourdes pertes plus importantes que ce qui est dit officiellement. Donc, on est devant une impasse, en fait. Et le gouvernement israélien est dans une impasse et Netanyahou s'isole de plus en plus de son seul allié, en fait, qui sont les États-Unis. Alors justement, si jamais malgré tout on arrivait à sortir de cette guerre et que ce traité de paix, cette résolution de cessez-le-feu était appliquée, puis qu'elle débouchait sur de meilleures négociations, et qu'est-ce qui empêcherait ce conflit d'exploser à nouveau dans quelques mois ou quelques années? Parce que finalement, ce que révèle ce conflit, c'est qu'on est face à deux camps qui ne sont pas prêts à faire des concessions, peut-être immédiatement, pourquoi pas, mais dans le temps, l'objectif reste le même, c'est reprendre le contrôle de territoires qui sont très divisés. Oui, alors, je crois qu'il y a il y a deux aspects, si vous voulez. Le premier, euh, là, il faut remonter à il y a quelques années. Le gouvernement de Donald Trump avait initié un processus de paix qui a failli marcher. Et ce processus de paix, il consistait en fait à amener un certain nombre d'États arabes
jusqu'à l'Arabie Saoudite d'ailleurs, à négocier avec Israël et trouver un accord. Alors, la grande faiblesse de ce processus de paix, malgré le talent diplomatique des gens mis par Trump sur le coup, c'était que finalement tout le monde a abandonné la question palestinienne. Y compris les États arabes, qui finalement c'était un sujet trop compliqué, ça avait duré des décennies, on ne trouvait pas de solution et on se résignait à ce que les Palestiniens subissent leur sort, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie. Et précisément, le Hamas et la petite dizaine de mouvements palestiniens qui se sont soulevés le 7 octobre l'ont fait pour empêcher l'accord imminent entre l'Arabie saoudite et Israël. Et en disant, vous ne pouvez pas faire la paix en passant sur le corps des Palestiniens. En gros, c'était ça la raison profonde du soulèvement du Hamas et des autres mouvements palestiniens le 7 octobre, c'est ça. Et on en est là parce qu'évidemment, il y a une coalition qui s'est formée, qui soutient le combat palestinien de Gaza aujourd'hui. Alors cette coalition, elle comprend le Hezbollah au Liban, elle comprend les mouvements chiites qui sont en Irak et qui souhaitent faire partir les Américains de la région, et comme on le sait, les Houthis du Yémen, le mouvement d'Ansar Allah, qui exerce un véritable blocus dans le détroit de Bab el-Mandeb, l'accès à la mer Rouge. Donc tout ça rend la situation pour l'instant absolument inextricable. Et je crois que la seule préoccupation en fait qu'on pourrait avoir dans un premier temps, et c'est là que le cessez-le-feu est utile, la résolution de cessez-le-feu de l'ONU est utile, c'est de soulager le sort des Gazaouis, de la population civile de Gaza, qui souffre atrocement, qui a non seulement eu, alors officiellement 31 000 morts, mais en fait tous les experts médicaux qui ont été sur place, tous les agents humanitaires qui ont été sur place disent qu'on est vraisemblablement plutôt à 50 000 morts, plus de 100 000 blessés. Et surtout, il y a une situation dramatique de non-approvisionnement actuellement et de famine qui commence. Alors, donc c'est là qu'il faudrait faire porter l'effort. Justement, ça rejoint ce qui explique la rapporteuse des Nations Unies en charge des territoires palestiniens. Elle dénonce une intention de détruire physiquement les Palestiniens en tant que groupe. Donc ce cessez-le-feu pourrait venir soulager cela et aider les Palestiniens. Est-ce que vous pensez qu'ici en France, on a beaucoup parlé d'importation du conflit, ça pourrait malgré tout créer une certaine frustration au sein des soutiens, soit d'Israël, soit les soutiens palestiniens, qui finalement y verrait une sorte de renoncement? Alors, si vous voulez, cette question-là est compliquée. La question de l'importation en France du conflit est compliquée. Indéniablement, il y a eu une très grande imprudence du gouvernement français depuis le 7 octobre. Quand on a la plus forte communauté juive d'Europe, d'une part, et d'autre part, plusieurs millions de musulmans vivant sur notre territoire, la France aurait dû avoir une attitude beaucoup plus prudente que ce qu'elle a eu, puisque Emmanuel Macron a pris parti pour Israël dans le conflit, et il aurait fallu, au contraire, avoir une position de médiation et être à la pointe des efforts de cessez-le-feu. Parce que je rappelle quand même qu'au début, la France s'est opposée aux premières propositions de cessez-le-feu. Pas glorieux du tout. Bon, donc, effectivement, de l'huile a été versée, a été jetée sur le feu. Ensuite, si vous voulez, je crois que malgré tout, il y a c'est au Proche-Orient que les choses importantes se passent. C'est-à-dire que on peut pas dire qu'il y ait une force motrice en France pour alimenter la polémique. Si les choses se calment au Proche-Orient, elles se calmeront aussi en France. Je suis d'accord avec vous. On a de quoi être inquiet sur des affrontements potentiels en France par importation du conflit. Mais d'un autre côté,
justement, il faut demander au gouvernement français de résoudre, de contribuer à résoudre tout. Et il y a surtout une priorité humanitaire parce que ce qui est absolument insupportable, est effectivement, je dirais, euh, quoi qu'on pense de ce qui s'est passé le 7 octobre, tout le monde déplore les victimes israéliennes du 7 octobre, mais la disproportion de la riposte qui a eu lieu depuis et le sort concret, ces images que nous avons en direct, ces enfants émaciés, ces gens tués arbitrairement par des drones, ces fils qui se créent pour aller chercher une nourriture qui est devenue très, très rare, le fait qu'Israël assiège les hôpitaux actuellement, à nouveau, trois des hôpitaux de Gaza, et ils commettent des destructions importante, tout ça, ça devrait être notre priorité et de dire d'ailleurs, parce que notre intérêt serait qu'il y ait un autre gouvernement israélien que le gouvernement Netanyahou et qui permette d'arriver à une situation plus raisonnable. Vous parlez donc de cette urgence humanitaire et vous le venez de le dire, il faudrait demander au gouvernement français d'aider à résoudre ce conflit. Aujourd'hui, la France, elle est prise entre plusieurs feux. Il y a des problèmes internes, toutes les déclarations d'Emmanuel Macron relatives à l'Ukraine. Est-ce que vous pensez que la France a encore un poids diplomatique suffisant pour jouer un rôle dans ce cessez-le-feu et dans cette résolution du conflit? Alors, je dirais objectivement, la France garde un poids indéniable, mais je crois que ce poids et ce qui fait ou ce qui ferait écouter la France, c'est ce serait d'être une puissance de médiation. D'ailleurs, je le pense aussi bien pour le conflit ukrainien que pour le conflit israélo-palestinien. Euh, Malheureusement, Emmanuel Macron n'a pas de ligne claire. Rappelons-nous, au début de la guerre d'Ukraine, il fallait pas humilier la Russie, il fallait une ligne de médiation, et puis d'une certaine manière. Et puis aujourd'hui, il est celui qui est le plus agressif vis-à-vis de Vladimir Poutine. Et même chose sur le conflit israélo-palestinien. Au départ, Emmanuel Macron a été extrêmement imprudent en affichant un soutien qu'il a lui-même qualifié d'inconditionnel à Israël sous le coup de l'émotion de ce qui s'était passé le 7 octobre. Et aujourd'hui, la France, comme d'ailleurs d'autres pays de l'Union européenne, voudrait avoir une position plus modérée. Mais c'est pas la vocation de la France en politique étrangère. Qu'on soit l'héritier du général de Gaulle ou celui de Jean Jaurès, pour nous référer à deux grandes figures tutélaires, eh bien, on doit absolument se rappeler que la France est une puissance de paix, que la France est une puissance de médiation. Et bien sûr, cette tradition française nous ferait d'autant plus de bien que nous avons à être très prudents à l'intérieur pour éviter qu'il y ait des affrontements entre la communauté juive qui vit en France et les musulmans qui vivent en France. On va finir sur ces mots, Édouard Husson. Merci beaucoup de nous avoir éclairé cette situation qui reste assez trouble, mais désormais un peu plus claire pour nous. On vous réinvitera, bien sûr, on continuera de suivre toutes ces évolutions géopolitiques. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes Merci à vous. directeur de publication du Courrier des stratèges.